Salut à tous, dans cette vidéo on va voir comment tester une application Node.js avec le framework Jest. Donc j'ai créé une petite application Node.js et cette application me permet simplement de créer un utilisateur, donc de m'inscrire et de me connecter. Donc ça va être ces deux fonctionnalités qu'on va tester. Donc tout d'abord, avant d'aller tester l'application, il faudrait la préparer. Donc la première des choses à faire, c'est vous allez au niveau de euh, votre base de données, là où vous l'avez déclaré, et vous changez votre base de données. Par exemple, typiquement, vous aurez par exemple une base de données pour le développement, une base de données pour la production, une base de données pour les tests. Donc moi, lors du développement, je suis sur une base de données qui s'appelle dev, donc je vais la changer par test. Ok. Et je vais aussi modifier le petit console log à ce niveau-là. Voilà, donc première des choses qui est faite. Deuxième des choses à faire, c'est d'aller au niveau de votre app.listen. Si vous regardez un petit peu la valeur de Roto, elle nous renvoie donc un serveur. Donc on va stocker ce serveur-là dans une variable qui s'appelle serveur. Et on va aller l'exporter. Donc avec un module .export de serveur. Voilà. Donc normalement, c'est tout ce qu'il y a à faire à ce niveau-là pour le moment. Et la prochaine étape maintenant, ça va être d'installer donc les paquets de tests. Donc on va installer en dépendance de développement, donc Jest, ainsi que sa déclaration de type, donc @type/Jest pour avoir de l'autocomplétion, ainsi que la librairie SuperTest qui va nous offrir, elle va simplement nous permettre de faire des requêtes HTTP depuis nos fichiers de test. Voilà, donc une fois les paquets installés, on va créer un nouveau dossier qu'on appellera test. Et à ce niveau-là, je vais créer un fichier donc, que je vais appeler user.test.js. Ok, très bien. La première des choses à faire, c'est simplement de créer une première suite, describe, c'est-à-dire que c'est une suite pour user. Et donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Donc, tout d'abord, on va aller importer notre librairie SuperTest. On va l'appeler request. Ainsi que notre modèle de connexion à la base de données. Donc, user, wire. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Simplement un modèle classique qui va prendre un first name, last name, un email et un password. L'email doit être unique, donc avec la propriété unique qui est true. Et pour que ça marche, donc il faut ici installer donc le paquet Mongoose Unique Validateur et vous le greffez avec la méthode plugin qui est dans Mongoose. Donc si vous ne faites pas du destructuring, vous mettez juste un mongoose.plugin où vous passez donc ce paquet là à ce niveau là. Donc voilà pour ce qu'on doit importer. Et donc la première des choses à faire, c'est d'utiliser quelques méthodes utilitaires qui vont nous permettre de préparer donc nos tests avant chaque test et après chaque test. Donc c'est très facile à mettre en place. Donc c'est before each pour préparer donc nos tests avant chaque test. En fonction fléchée, qu'est-ce qu'on doit faire à ce niveau-là? En fait, simplement, on doit récupérer le serveur qu'on avait exporté donc au niveau de app.js. Donc on va aller le récupérer au niveau des tests. Je vais déclarer une variable à ce niveau-là. Je vais mettre le serveur. Et donc à ce niveau-là, je vais lui dire avant chaque test, donc serveur va être un require simplement à mon fichier principal, donc app.js. Voilà. Donc, une fois cela fait, donc c'est pas mal. Et maintenant, donc il faut rajouter juste une autre méthode. Après chaque test, qu'est-ce qu'il doit se passer? Donc, after each, fonction fléchée. Et à ce niveau-là, simplement, on va se dire de fermer le serveur. Donc, on a un petit coup de serveur.close. Okay, en fait, alors, si on ne ferme pas en fait, le serveur après chaque test, donc si on veut relancer nos tests, il voudra importer encore ce serveur-là, mais ce serveur-là, il va toujours tourner sur un port qu'on avait défini. Donc, c'était le port 8080 au niveau de app.js. Donc, il va nous dire donc le port est déjà
en train d'être utilisé. Donc c'est pour ça que à chaque fin de test, on va fermer le serveur. Autre chose aussi à faire, c'est donc de faire un petit coup de user, donc notre modèle. Donc c'est un modèle MongoDB, donc on va accéder à collection.delete many. On va supprimer toutes les occurrences qui seront dans notre base de données. En fait, par exemple, si on essaye de tester en créant un utilisateur, cet utilisateur, si on ne le supprime pas après la fin de nos tests, donc cet utilisateur-là va persister au niveau de la base de données. Et si on veut relancer les tests, donc le souci c'est que nos tests vont échouer car, par exemple, on ne va pas s'amuser à chaque test de créer un nouvel utilisateur. On veut que ça soit toujours le même utilisateur avec les mêmes propriétés. Et vu que l'email est déjà unique, donc on aura une erreur comme quoi l'utilisateur est déjà présent dans la base de données. Donc c'est pour ça que à chaque fin de test, il faudra supprimer tout ce qu'il y a dans votre base de données. Et plus précisément ici, donc sur la collection user. Ok. Donc, après ces deux étapes-là, donc on peut déjà commencer à écrire les premiers tests. Par exemple, le premier test, on va mettre un petit coup de it should return, par exemple, status 401 if joy validation. OK. Après, on va mettre un petit peu de fonction fléchée. Et voilà. Donc on va voir un petit peu en principe comment ça va marcher ce test. Donc pourquoi Joy? Donc si on regarde un petit peu au niveau de l'utilisateur, donc on a une validation à ce niveau-là qui est faite avec Joy. Et elle est définie donc dans le fichier validation. Donc lors de l'inscription, donc on va valider que il y a un first name qui aura ces propriétés-là, last name, email et password. Donc il faudra les vérifier. Donc si on a une erreur à ce niveau-là, normalement on n'aura pas la possibilité de créer un utilisateur. Alors comment ça marche en principe? Simplement, on va à ce niveau-là donc appeler donc on va appeler le paquet request qui va nous permettre de faire des appels HTTP. Ce qu'il faut savoir, c'est que request, donc c'est quelque chose qui va nous renvoyer des promesses, donc il faut préfixer votre fonction avec le mot-clé async. Alors juste après ça, donc on va mettre un petit coup de wait, de request, et on lui passe donc l'application, le serveur en ce cas de figure. Donc on va récupérer après une réponse, donc on va stocker dans une variable qui s'appelle réponse. Et donc là, à ce niveau-là donc de request, on peut greffer donc des méthodes HTTP. Par exemple, la méthode post, on va lui dire d'aller par exemple sur /API/user/signup. On regarde un petit peu cette route-là, donc elle est définie à ce niveau-là. Donc j'ai préfixé donc le middleware qui gère les routes pour l'utilisateur avec /API/user. Donc si on regarde un petit peu le fichier route, simplement ça va aller vers cette route-là. Donc /signup, ok. Et ça va appeler mon contrôleur signup qui est déclaré au niveau, donc à ce niveau-là, au niveau du fichier user.controller.js, ok. Donc juste après, voilà. Donc juste après avoir fait ça, on a accès à la méthode send qui va nous permettre d'envoyer donc du contenu vers ce contrôleur-là. Ok, donc qu'est-ce qu'on va envoyer? Nous, on veut simplement tester que si on a des propriétés qui sont invalides, donc ça va nous renvoyer une erreur. Donc à ce niveau-là, simplement, on peut envoyer un objet vide, hein, parce qu'on sait qu'un objet vide n'est pas accepté, car il devrait avoir les propriétés first name, last name, etc. Et on va lui dire que cet objet-là, bah, tu l'envoies simplement en format JSON, ok. Donc, juste après avoir fait ça, donc on peut mettre notre assertion, donc un petit coup de expect de response.status b 401. Alors, donc juste avant de lancer nos tests, on ne va pas oublier de mettre ça dans une suite, hein, avec le mot-clé describe, avec la méthode post par exemple, /API/user/sign. Cette suite-là va s'occuper de tout ce qui est pour le contrôleur d'inscription. On colle tout. Alors, donc juste après, voilà, donc on a la possibilité maintenant de lancer nos tests. Et à ce niveau-là, petite erreur, voilà, comme ça, donc accept. Alors, donc à ce niveau-là, donc on peut lancer le premier test et juste avant d'aller le lancer, donc on va aller configurer le fichier package.json. Donc on va rajouter une clé à ce niveau-là qu'on appellera donc test. Et à ce niveau-là, on va mettre just un petit coup de watch
on. Ok. Maintenant, au niveau du terminal, simplement un petit coup de npm test. Alors, on a une petite erreur au niveau du terminal, donc on vérifie les tests. Hop, donc à ce niveau-là, hop, ouais. Donc, parce que l'assertion doit être à l'intérieur du test. Voilà, donc on voit que le premier test passe. Hein. Alors, ce qu'on peut rajouter maintenant, c'est d'améliorer un petit peu notre setup de test en allant sur le package.json. On va rajouter un autre flag, donc coverage. Alors, une fois que on a rajouté le flag coverage, on va couper le serveur et on va le relancer donc avec npm test. Et normalement, ça va nous générer un nouveau dossier qui s'appelle coverage. Donc on va aller à l'intérieur, donc on va aller sur ce dossier-là, on a accès à un fichier index.html et on va l'ouvrir avec le navigateur. Et voilà, donc on se retrouve avec un rendu visuel de nos tests. Donc qu'est-ce qu'on vient de faire? On voit que certains fichiers ont déjà été testés, car lorsqu'on a fait l'appel HTTP avec la librairie request, donc c'est passé au niveau de la validation, c'est passé au niveau des outils, donc la connexion à la base de données, on voit qu'elle a bien été détectée et testée. Et on regarde un petit peu au niveau des contrôleurs, ce qui nous intéresse, au niveau d'utilisateur, on voit le code qui a été testé. Donc on voit que on vient de tester cette ligne-là. Si on a une erreur, donc on renvoie simplement une erreur. Et tout ce qui est en rouge n'a pour le moment pas été testé. Donc on continue, donc la suite c'est simplement, on va voir, c'est de créer un nouvel utilisateur, et de le stocker sur la base de données. Ok. Ici, on peut écrire un nouveau test. It should create a user and return status 201. Après, qu'est-ce qu'on a? Fonction fléchée, on est parti. Donc, constant response, la wait, le request, et on lui passe le serveur. Pas oublier de préfixer cette fonction avec le mot-clé async. Après, donc simplement, on va répéter le même principe. Donc on va récupérer ces trois méthodes-là. Et à ce niveau-là, donc, on est censé passer un objet, donc un utilisateur valide avec les propriétés. Donc je vais aller le définir à ce niveau-là. Je vais faire un petit objet. Donc, je vais appeler valide user. Et donc il aura simplement un first name, un last name du pont, une clé email et un mot de passe, donc password, jusqu'à 9. Voilà, donc là, on a la possibilité simplement de passer un utilisateur, donc on va dire un valide user, et après au niveau de l'assertion, on va mettre un petit coup de expect response .status public 201. Ok. Ok, donc on a le deuxième test qui passe. Si on regarde un petit peu la couverture au niveau du navigateur, ça vient d'être testé. Donc toute la fonctionnalité d'inscription vient d'être testée. Donc on pourrait un petit peu améliorer les tests en lui disant de récupérer un objet JSON qui aura la clé message avec comme contenu user created. Donc on va se copier ça. Et à ce niveau-là, simplement un petit coup de expect. Donc, response. .body. Match object. Et on va un petit objet et on va aller lui coller. Donc user create. Voilà, donc on a le test qui passe, on est vraiment sûr que maintenant c'est la propriété que ce message-là est retourné. Par exemple, si je rajoute un autre point d'exclamation, donc le test va échouer, car il va nous dire simplement qu'il s'attend à recevoir user created avec 2 points d'exclamation, mais il a reçu juste user created avec un seul point d'exclamation. Donc là, on est sûr qu'on vient de tester le premier contrôleur. Tester donc maintenant le contrôleur de connexion. On va se créer une nouvelle suite. Describe. On va dire
en méthode post, et ça va être pour /API/user/sign. Ok. Voilà, donc à ce niveau-là. Donc on va répéter plus ou moins le même principe. Donc on va copier le premier test pour la validation. Pour Joe, on lui passe ça. Donc là, simplement, ça va être sur /sign-in au lieu de sign-up. Et on voit que le test passe. Donc, on regarde un petit peu la couverture. Voilà, donc on regarde un petit peu la couverture de code. Donc on se retrouve avec ce code-là qui a été testé. Donc maintenant, il suffit simplement de tester le reste du code. Alors, donc la première étape, c'est de tester. Donc on a un petit if ici, donc on a un petit return. Donc c'est de tester donc avec l'email. Et si on n'a pas d'utilisateur, donc qui est stocké dans la base de données, on devrait envoyer donc un 401, puis un message, donc invalide email or password. Donc on devrait recevoir ça au niveau des tests. Donc il faut tester ces deux lignes-là. C'est parti. Alors on est parti pour écrire le deuxième test. Donc it should return status 401 with invalid email or password message if user with the given email is not found. Simplement, donc si on passe un email à un faux email, donc ça, il devrait nous retourner un statut 401 avec ce message-là, invalid email or password. Alors, comment faire ça? Donc, fonction fléchée qu'on va mettre en asynchrone avec le mot-clé async. Et on est parti. Donc la première étape, c'est de créer un utilisateur avec des propriétés valides, vu qu'à chaque fois qu'on lance nos tests, donc après chaque test, tout ce qui est dans la base de données est supprimé. On a un petit coup de wait, donc request. Point. On lui passe le serveur, .post. Et donc à ce niveau-là, on va aller sur /API/user/signup, un utilisateur, et on va envoyer, on va mettre un petit coup de send. Donc on va envoyer le utilisateur valide, et user, et une fois cela fait, donc on peut maintenant aller requêter et récupérer donc notre erreur 401. Tout d'abord, en constant response, wait, request, toujours on lui passe le serveur, post, on va aller sur /API/user/sign. Okay. On lui passe des données, donc send. Donc on va lui envoyer donc un objet contenant donc un email. On va mettre un email qui n'existe pas, hein, n'importe quoi. Donc je vais mettre @test.com. Et puis pour le mot de passe, donc password, je vais mettre le vrai mot de passe. Donc je vais directement faire un petit coup de valide user.password. Ok. Voilà, et je vais formater un petit peu ce code. Hop, c'est beaucoup mieux. Maintenant, on va mettre les assertions. Donc, un petit coup de expect, donc response, status, subi, 400. Ok. Maintenant, normalement, si on lance le test, il devrait passer. Bon, je dis à chaque fois, donc c'est à ce niveau-là. Donc, on a le test qui passe. Si on regarde un petit peu la couverture, donc on voit que on récupère ça. Donc, il suffit juste maintenant de récupérer le message. On va faire ça, c'est très simple. On met un petit coup de expect. Donc, response. Body. Match objet. Et donc, cet objet-là, normalement, si on regarde un petit peu notre contrôleur à ce niveau-là, on voit qu'il a une. Donc c'est à ce niveau-là, donc il a une clé message avec ce contenu-là. On va aller le copier vite fait et le passer à ce niveau-là. Ok, donc on a le test qui passe. Donc ça, c'est fait. Bon, la prochaine étape maintenant, ça va être de tester l'inverse. Si on passe un email qui est valide, par contre un mot de passe qui n'est pas valide. Normalement, ça devrait nous renvoyer une erreur.
Ah, si on regarde un petit peu le contrôleur à ce niveau-là, donc c'est de vérifier le mot de passe, donc avec le mot de passe qui est haché au niveau de la base de données, et s'il y a une concordance entre les deux, donc ça va nous renvoyer une réponse de 100 avec le token d'authentification. Sinon, ça va simplement nous renvoyer aussi une statue 401 avec le même message. Donc on va vérifier ça. Simplement, c'est plus ou moins la même chose, donc je vais copier ce test-là. Et on va simplement faire quelques modifications. Donc, it should return, voilà, if the user with the given email, on va mettre password, is not valid. Voilà, plus ou moins ça. Donc, première étape, donc on crée un utilisateur, simplement, parce qu'à chaque fois, donc cet utilisateur-là est supprimé après les tests, puis on va aller requêter cet utilisateur-là, sauf que là, à ce niveau-là, on va passer un email qui valide, donc valideUser.email, et au niveau du mot de passe, donc on va passer un mot de passe qui n'est pas valide. Donc je vais mettre le contraire, voilà, mettre ce mot de passe là. Et maintenant si on teste, on voit que les tests se passent. Et au niveau de la couverture, donc maintenant, ça a bien été, donc ces lignes de code là ont bien été couvertes. Maintenant, il reste juste le dernier cas de figure. Si on passe les bonnes informations, normalement on devrait récupérer un token d'authentification. Donc c'est très simple aussi. Ce qu'on va faire, simplement on va créer un nouveau test. Donc, it should return a user token with status 200 if email and password are correct. Voilà. Donc après simplement une fonction fléchée qui sera en asynchrone. Voilà. Et ça va être plus ou moins la même chose qu'ici, donc au moins sur la première étape. Donc on va créer un utilisateur. Je vais copier ce code. On peut coller à ce niveau-là. Et après, donc on peut récupérer la réponse. Donc on va requêter l'utilisateur avec la même chose qu'ici, sauf que là, on va passer les bonnes informations. Donc c'est à ce niveau-là, pardon. Voilà. Donc là, on valide user.email et à ce niveau-là, donc on va passer valide user. Ok. Après, donc on récupère donc le statut code. Voilà, on va mettre une assertion, on va dire que le statut code maintenant devrait être 200. Ok. Voilà. Le test s'est bien passé. On regarde un petit peu la couverture. Donc là, on voit que tous les contrôleurs ont été stockés. Donc là, au niveau du JSON, je pense pas qu'il est nécessaire de tester le contenu de l'objet, parce qu'à chaque fois, le token est généré de manière... donc le token est aléatoire, et puis l'identifiant, il faut vraiment connaître l'utilisateur, donc vu que c'est un identifiant qui est créé à la volée lors de nos tests, donc c'est quelque chose qui est un petit peu compliqué à récupérer. Mais sinon, le plus important, c'est qu'on récupère un statut code de 200, donc la requête s'est bien passée. Si on regarde un petit peu maintenant, on voit que les contrôleurs ont été testés. Donc tout notre code dans le fichier contrôleur a été testé. Si on regarde les autres fichiers, on voit que tous les autres fichiers ont été testés. Par exemple, le module de validation a été testé car il est appelé au niveau du contrôleur. La base de données, donc quand on appelle notre serveur qui se connecte à la base de données, on récupère ça, donc ça marche. Les routes, donc avant d'accéder au contrôleur, on est obligé de passer par ça, donc ils ont été testés. Le modèle, donc pour créer un utilisateur, donc on est obligé de passer par ce modèle-là, donc il est testé. Et le fichier principal en lui-même donc a été testé car c'est le point d'entrée, donc il est passé par ces middleware là, etc., etc. Donc on voit que simplement testant les contrôleurs qui sont plus ou moins la finalité de
notre application. Donc on voit que les autres modules, s'ils sont bien implémentés, qui sont bien imbriqués dans les contrôleurs, donc ils seront testés. Donc juste avec ces tests-là, donc on a écrit 85 lignes de code, et sur 85 lignes de code, on a testé tout notre code. Là, il m'a rajouté quelques imports, ça ne sert strictement à rien. Voilà. Voilà. Donc, simplement en testant ça, on est bien. Donc, merci d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, c'est une vidéo un petit peu longue, mais je tenais à vous la faire. Donc, merci beaucoup et à la prochaine fois.